Merci à tous de votre fidélité à RCF pour cette émission spéciale avec Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de Clermont Communauté. Merci Olivier Bianchi d'être notre invité et d'avoir accepté notre invitation et cet entretien exclusif sur RCF, à la fois en radio et en vidéo. Une question d'ordre politique, l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, c'était pas forcément votre candidat au départ de l'élection présidentielle. Votre réaction, vous, aujourd'hui, en tant qu'homme, en tant que socialiste et en tant que maire d'une grande ville? Bon, d'abord, il faut lui reconnaître une attitude assez réussie sur ses premiers jours. Vous voulez dire sa prise de fonction même? Oui, tout à fait. Il a réussi à immédiatement incarner la fonction présidentielle. Il a prouvé qu'il y aurait une autre façon de gérer. Il a un rapport à l'histoire, par exemple. Il a un rapport au temps qui lui donne, je trouve, un peu d'allure. Donc, on en a besoin dans ces fonctions-là. Je crois que surtout la France a besoin aujourd'hui de quelqu'un qui est à la fois déterminé dans la réforme, parce que nous avons besoin de sortir d'une situation qui est délicate, et en même temps qui va redonner, j'allais dire, une dimension d'incarnation à la fonction présidentielle. On l'a dit, elle a été trop galvaudée, et donc je pense qu'il a beaucoup eu l'occasion d'observer de près ce qui s'est passé et j'ai l'impression qu'il a beaucoup réfléchi à la question du rapport au pouvoir. Et donc voilà, je trouve que pour l'instant c'est plutôt réussi. Vous avez 47 ans, je fais le parallèle avec l'âge du président de la République, 38 ou 39 ans, 39 ans, pardon. Est-ce que l'heure des quadras, des quinquas a sonné dans notre pays, mais à toutes les dimensions du pouvoir, entre guillemets? Certainement que depuis quelque temps, une nouvelle génération va presque naturellement, j'ai envie de dire, prendre sa place. Vous savez, je l'ai dit en 2014, quand je regarde l'association des maires de grandes villes de France, France Urbaine, dont je suis vice-président, nous sommes une dizaine, droite et gauche, de maires qui avons entre 39 et 48 ans. Le Premier ministre, d'ailleurs, maire du Havre, en faisait partie, comme le maire de Nancy, le maire de Saint-Étienne ou le maire de Mulhouse pour la droite ou la maire de Nantes ou de Rennes pour la gauche. Donc il y a une nouvelle génération qui arrive au pouvoir. Elle n'est pas encore tout à fait identifiée par l'opinion publique, mais elle va jouer un rôle, c'est certain, parce qu'il y a une génération qui passe. À propos de nouvelle génération et d'organisation différente de la vie politique, le Premier ministre a organisé un gouvernement avec des hommes et des femmes de la société civile. Est-ce que vous, en tant que maire de Clermont-Ferrand et peut-être un jour candidat à votre succession, le moment venu, vous reverrez un petit peu vos tablettes en nommant davantage d'adjoints ou de conseillers, en tout cas de membres de votre liste, issus de la société civile? Oui, d'abord c'est une tradition clermontoise. Depuis Roger Quillot, Gabriel Montpied même et Serge Godard, nous avons toujours eu des gens, ce qu'on appelle de la personnalité de la société civile. Christine Dulac-Rougerie en est pratiquement la plus grande incarnation. Il est certain qu'aujourd'hui, il va falloir trouver des talents et ils ne sont pas tous dans les partis politiques. Et puis, de toute façon, il est évident que ce que nous observons au niveau national, c'est-à-dire une grande recomposition politique, va certainement impacter les élections municipales de 2020. Vous faites le lien entre recomposition de la vie politique et la notion de talent des personnes. Mais il y a deux phénomènes. Il y a d'un côté, évidemment, l'usure des partis comme espace de fabrication de citoyens qui peuvent avoir les compétences pour exercer des fonctions publiques. On le voit bien. Il y a aujourd'hui des gens qui choisissent d'autres façons de s'émanciper ou de réussir dans le bien public, et ils le font par leur travail, ils le font par leur engagement humanitaire ou associatif, etc. Et puis en même temps, il y a une recomposition même des idées. On voit bien que la vie politique française ne sera pas tout à fait la même dans 3 ans qu'elle était il y a 6 mois. Ou qu'elle était même en 2014. Une dernière question politique de ma part, et je fais allusion à 2014 puisque c'est la date où vous êtes arrivé à la mairie de Clermont-Ferrand. Vous êtes socialiste, vous ne l'avez jamais caché. Néanmoins, et vous êtes socialiste toujours aujourd'hui. Néanmoins, quand vous arrivez en 2014, vous apparaissez aussi, Olivier Bianchi, comme en tant que maire d'une grande ville de plus de 100 000 habitants, 150 000 habitants, vous apparaissez comme un socialiste extrêmement modéré qui s'ouvre aussi aux idées d'une droite modérée. Là encore, vous n'hésitez pas à vous afficher avec des amis, même de droite. Les clivages gauche-droite, c'est fini ? Non, alors, d'abord, je suis toujours social-démocrate.
Donc une sorte de socialisme modéré, et j'en suis très fier. C'est l'héritage de convictions que j'ai forgées autour de Michel Rocard, etc. Parce que aussi, je le vois très bien dans la gestion de Clermont-Auvergne Métropole, la nouvelle métropole, c'est que nous n'avançons que bien ensemble, et que finalement les clivages avec les maires de droite ou les maires de gauche de la communauté urbaine sont très réduits. Et quand l'intérêt général guide nos décisions, on voit bien que ça fonctionne bien. Donc il est évident que le clivage gauche-droite existe toujours. Il existe toujours au sens où il y a des valeurs de gauche et des valeurs de droite. Mais par contre, le bien commun commande aujourd'hui que les hommes de bonne volonté de gauche et les hommes de bonne volonté de droite puissent se rassembler pour justement réformer d'abord l'État, et puis pour ce qui nous concerne, les territoires. On va parler d'agglomération, puisque vous êtes également le président de Clermont Communauté. Depuis maintenant 3 ans, il y a beaucoup de projets, c'est d'ailleurs du pluriel, beaucoup de projets d'urbanisation ici sur l'agglomération. Il y a le site de l'Hôtel-Dieu, le projet de l'Esplanade au cœur de Clermont. Du côté des lignes de tramway, vous annoncez une nouvelle ligne, vous allez nous en parler. Une nouvelle zone dédiée aux loisirs. Le stade Philippe Marcombe qui devrait être tout neuf en 2021. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il court actuellement une magnifique vidéo en 3D, certainement conçue à la fois par l'architecte Exactement. et vos services de communication, Olivier Bianchi, mais qui donne véritablement, et j'invite les auditeurs à la découvrir, qui donne véritablement l'allure du stade Philippe Marcombe. On prend les choses d'abord dans leur ensemble. Pourquoi une agglomération aurait-elle besoin de tels projets que vous qualifiez de structurants? À quoi ça sert? Nous sommes en train de muter. L'histoire de cette ville est à un carrefour, et elle se transforme. Elle a été une grande cité industrielle, qui a d'ailleurs marqué ses espaces, puisque les industries étaient en centre-ville. Il y a des mutations, les industries vont quitter le centre-ville, mais pas simplement, évidemment, nos auditeurs pensent à Michelin, mais prenez par exemple le choix qui a été fait aujourd'hui par la Banque de France de quitter à l'horizon 2024 le site qui est aujourd'hui entre la place de Jaude et la place de l'Europe. Nous avons cette mutation. 250 hectares sur les 20 ans vont muter sur toute la communauté urbaine. 250 hectares, c'est énorme. Peu de villes auront une telle transformation dans la décennie qui vient. Donc il faut prévoir des nouveaux projets, imaginer que notre métropole va se dilater, qu'elle va se densifier démographiquement, et donc il faut que nous nous dotions à la fois des équipements, mais aussi des logements, et que nous construisions au fond des nouveaux quartiers. Mais le projet permet d'avoir, je sais pas, une vision d'avenir. C'est comme dans un couple, comme dans une famille. On ne doit pas en rester au quotidien. On doit aussi se projeter. Il faut toujours. Ma question vous amuse. La communauté urbaine et la ville, c'est des organismes vivants. J'ai envie de dire, la stagnation, c'est la régression. Donc nous vivons, nous développons, et donc il faut l'accompagner. L'accompagner financièrement, comment? Alors, d'abord, justement, le fait que nous soyons transformés en métropole, nous allons avoir une convention État-métropole, comme donc des subventions d'État, 10 millions d'euros supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Donc il y a des ressources à aller chercher en Europe, il y a des ressources à aller chercher auprès de l'État, et puis il y a une gestion intelligente de nos deniers publics. Aujourd'hui, l'accord que nous avons sur la communauté urbaine, c'est 0 point d'impôt pendant tout le mandat. C'est l'accord que j'ai avec justement les maires de droite. Donc nous respectons. C'est donc pas par la pression fiscale que se fera ce développement. Mais nous espérons pouvoir le réussir. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très précautionneux. Je dis que cette mutation va se faire sur une décennie parce que nous prendrons le temps. Le but c'est pas d'avoir une embolie financière. Au contraire. Voilà. C'est ça le cadre général. Et puis après, il y a tous ces projets additionnés qui vont commencer à dessiner cette nouvelle ville. Alors, on va en prendre quelques-uns. Le site de l'Hôtel-Dieu, en tant que Clermontois, j'ai envie de dire, ça y est, ça commence? Ah oui, ça y est. D'ailleurs, je crois que nos auditeurs, nos téléspectateurs peuvent voir qu'il y a des destructions. Donc là, on est au stade des démolitions. Pourquoi ça a été si long, monsieur le maire? Ouais, il y a eu un débat assez long sur qui va acheter et porter le terrain. Et donc, la ville a mis du temps, mais vous savez que je m'étais engagé à régler le problème. Je l'ai fait en une année pour négocier, puis une année pour établir finalement les projets. Et donc en ce moment, il y a des ateliers urbains qui se déroulent entre mes équipes d'urbanisme et les porteurs de projets pour que nous puissions
très prochainement déposer les premiers permis de construire. Je pense à l'automne. Donc des logements dans cet hôtel-lieu, logements privés et logements locatifs, sociaux, des restaurants, des cafés, des services publics avec la grande bibliothèque qui prendra toute l'aile Dijon, c'est-à-dire l'aile 18e. Nous sommes en train de travailler. Qui est respectée dans son architecture? Oui, les architectes des bâtiments de France sont très à cheval sur la question, mais elle sera très jolie. Nous aurons, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle va garder ce U traditionnel, et il y aura une grande verrière qui viendra la fermer à hauteur du premier étage et qui formera cette agora, en tout cas ce hall, et puis en dessous, comme les espaces verts sont classés, nous aurons une sorte de jardin de lecture qui descendra jusqu'à l'avenue de Général de Gaulle et qui sera, je pense, un endroit assez sympathique de Clermont-Ferrand. Alors à propos de jardin, je fais un lien, mais peut-être ai-je tort, un projet de l'esplanade du côté de l'hôpital d'Estaing. D'ailleurs, je dis à nos téléspectateurs et auditeurs, juste derrière vous. Exactement. Si je regarde par rapport au studio. Exactement. Et c'est la fin de la couture, en fait. Si on prend, vous aurez d'ailleurs un autre projet qui sortira, qui va être très joli, qui sera en face de la tour Crayon, une autre tour qui viendra là ponctuer juste là à l'entrée, à la gare. Donc il viendra juste ponctuer et donc fermer cette entrée de ville avec 2 tours emblématiques. Et puis nous continuerons tout le long, puisque le long du 92 jusqu'à cette esplanade. C'est en fait l'urbanisation, donc avec des projets notamment de comment on appelle ça, d'auberges de jeunesse, des projets là encore de commerce de bouche, de commerce, de bureaux, pour pouvoir justement fermer cette esplanade et finir de urbaniser ce quartier depuis l'installation de l'hôpital d'Estaing. Une zone dédiée aux loisirs aussi qui a débuté actuellement du côté de Clermont-Nord avec donc ce grand complexe cinématographique, mais quelque chose que vous voulez développer. Là, on est entre donc Auchan, on va le citer, et les cinémas, puis le stade Gabriel-Montpied. C'est ça. On a un intérêt majeur, c'est d'aider dans le cadre de notre développement les quartiers nord de Clermont-Ferrand. L'arrivée de ces cinémas, de quelques restaurants et de quelques boutiques vont aider à développer l'économie. Il faut soutenir le commerce d'Auchan. Et puis il y aura la bibliothèque, puisque nous allons construire une bibliothèque. Je ne sais pas si vous voyez où est le KFC. Donc au-dessus du KFC, vous avez un terrain aujourd'hui vierge. C'est le terrain de la future bibliothèque. On présentera d'ailleurs l'architecture de cette bibliothèque qui a été validée au dernier conseil communautaire dans quelques jours. Et les travaux pourront commencer d'ici une petite année. Donc voilà, on a un développement autour du loisir, de la culture sur les quartiers nord, c'est important. Vous parliez des quartiers nord à l'instant. Il y a 3 minutes, on parlait du centre-ville de Clermont-Ferrand avec l'Hôtel-Dieu. Vous êtes un maire qui refuse d'opposer le tout quartier nord et le moins hypercentre. Oui, je veux aujourd'hui un développement équilibré. J'ai même annoncé, c'est pas un secret, que je considérais qu'aujourd'hui, après 10 ans d'ANRU, où le ANRU 1 a mis beaucoup d'argent sur nos quartiers et que nous venons d'obtenir l'ANRU 2, nous aurons dans une petite dizaine d'années un des quartiers nord qui sont plutôt de très grande qualité urbaine et architecturale. Ça résout pas tous les problèmes sociaux et d'emploi, mais nous avons des espaces publics de qualité. Et je constate que la butte historique se dégrade lentement. Et donc, j'ai demandé à mes services de préparer un projet pour repenser toute la butte, parce que si nous voulons avoir une politique culturelle pour la capitale européenne, si nous voulons avoir une politique touristique, il faut que la butte patrimoniale et historique soit attractive. Elle se dégrade lentement, il y a trop de tags, il y a trop de problèmes de poubelles, il y a trop aujourd'hui de petites reconstructions qui ont fait un patchwork de nos rues. Je souhaite avoir un projet d'ensemble et le faire valider dans les années 2020 pour que ça soit le grand projet d'urbanisme de l'année du prochain mandat. Olivier Bianchi, je n'oublie pas la nouvelle ligne de tramway, on y vient dans un instant, mais j'ai une question d'ordre architectural. Et je sais que vous y êtes sensible, puisque sur d'autres antennes, nous avons déjà eu cette conversation entre nous. Quand on investit dans de tels projets, on investit non pas pour 10 ans, mais pour 50 ans, notamment en termes d'architecture. Le prédécesseur de votre prédécesseur, c'est-à-dire Roger Quillot, que vous avez cité tout à l'heure, ne restera pas dans la mémoire collective comme un homme qui a véritablement donné
de belles images, une belle image de Clermont-Ferrand. Ville pas endettée, effectivement, à l'époque, mais pas une très belle ville d'un point de vue architectural. Est-ce que c'est un souci pour vous, une préoccupation réelle aujourd'hui? Et est-ce que vous y pensez pour les 50 ans, même si dans 50 ans, vous verrez peut-être le résultat, mais vous ne serez plus aux commandes quoi qu'il arrive? Je suis pas sûr de voir le résultat dans 50 ans, mais je vous remercie de penser que ma santé me permettra d'être encore là. Au passage, je me le souhaite aussi. Que nous regarderons ça ensemble. Mais plus sérieusement, oui, je l'ai dit, il faut faire un progrès en matière d'architecture. Cependant, il sera visible au bout de, vous l'avez dit, de quelques décennies, parce que il n'y a pas de mutation aussi visible à l'échelle d'un seul projet. Ce que je peux constater, c'est que j'ai une appétence pour cette question de l'architecture. Je m'enorgueillis d'avoir présidé le jury de l'école supérieure d'art, qui je crois est un des beaux bâtiments de cette ville. Nous venons de choisir un prix Pritzker pour la scène nationale, Eduardo Soto de Moura, qui est un grand architecte portugais. Nous avons des Allemands là pour le Marcombe, qui sont de très bonnes références dans leur domaine. L'idée, c'est aussi de trouver des très bons architectes clermontois. Il y en a, et on leur confie des projets. C'est vrai que l'Hôtel-Dieu, Kessler-Rabanès, Trémonté, mais aussi les grands projets à venir, je pense à la bibliothèque, seront des marqueurs de cette rénovation de regard d'architecture. Au fond, seuls les Clermontois seront juges du bilan à la fin. Le stade de Philippe Marcombe, je cherchais son prénom, le stade Philippe Marcombe, tout sera prêt en 2021. Là, c'est aussi quelque chose de magnifique, oui, pour le sport dans toutes ses dimensions. C'est un très beau projet pour une raison simple, c'est qu'il est d'ailleurs déjà observé au niveau national, et c'est pour ça que nous avons eu du financement du ministère des Sports. C'est un projet un peu nouveau, c'est-à-dire que nous construisons à la fois des bâtiments qui respectent les normes des fédérations pour les sports collectifs et donc et individuels, je pense au tennis, et donc nous aurons là des outils qui sont labellisés, qui peuvent accueillir des compétitions, mais surtout ça va être une sorte de parc urbain pour le sport libre. Nous pensons aujourd'hui que une partie des populations qui habitent ces grandes villes ont des occupations, des temps qui ne leur permettent pas toujours de s'inscrire dans l'activité sportive collective, s'inscrire avec une licence, être dans un club, une fédération, mais ils pratiquent le foot à quelques amis, le basket de rue, le skate, ils courent, vous voyez bien la mode aujourd'hui de ces gens qui courent un peu partout. Et donc là, c'est un parc urbain qui va être totalement dédié à ces pratiques libres. Et je pense que ça va prendre une place très importante dans la ville, en plein cœur de ville, avec par exemple des zones pour que les enfants et les familles puissent apprendre à faire du vélo à leurs enfants. C'est des outils nouveaux que nous n'avions pas jusqu'à présent. Ça aussi, c'est peut-être parce que vous êtes plus jeune vous-même en tant que papa aussi. Vous avez un enfant d'une dizaine d'années, je crois. C'est peut-être aussi des préoccupations que vous n'auriez pas si forcément vous aviez 15 ans de plus. Oui, certainement que notre expérience personnelle nous amène à faire des choses qui prouvent d'ailleurs que quelquefois, quand on a un âge avancé, c'est pas tant qu'on n'a pas les moyens de faire, c'est que souvent notre diagnostic est déjà périmé. Et donc, en tout cas, moi, j'essaye de tirer de mes expériences personnelles aussi des leçons pour le collectif. Une réussite, la ligne de tramway, celle qui existe aujourd'hui. Je dis qu'elle est réussite ou qu'elle est réussie parce que elle est un lien réel physique, voire même culturel, entre les quartiers nord et l'hypercentre de Clermont-Ferrand. Il y a eu un petit dérapage, des couacs au départ, parce que problème de cohabitation entre les piétons, les automobilistes et le tram. Aujourd'hui, tout ça est réglé. Oui. On vit tous ensemble. Le tram est beau, en plus, avec cette belle couleur lave. Le prochain tram, il ira d'où à où? Et d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit un tram. Ah. À ce stade, les questions sont encore posées et les élus de la communauté urbaine et du SMTC vont en débattre avec évidemment les habitants, parce qu'il y aura une enquête publique dans les mois et les années. Pourquoi le tram coûterait trop cher? Alors, tout simplement parce que le tram, c'est 185 millions d'euros pour cette ligne. Je vais vous répondre à votre question sur comment elle passerait. Et que si on faisait une même ligne avec un bus à haut niveau de service et cadencé, avec le même mobilier urbain, les gares avec le même niveau, on est aux alentours de 75-80 millions d'euros. C'est pas tout à fait la même chose. Intéressante. Je rappelle que ceux qui payeront le tram, ce sont le versement transport, c'est-à-dire les entreprises. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut éviter de leur rajouter des charges au moment où ils ont besoin d'affronter la crise et de continuer à se développer et à créer de l'emploi. Et puis, les finances de la communauté urbaine qui ne sont pas non plus extensibles, il faudra choisir. Mais ce qui est certain, c'est que nous aurons besoin de cette ligne B. Elle est structurante, elle doit être en site propre.
Ça, c'est obligatoire. Ça veut comme dire le tram aujourd'hui. Exactement comme le tram. Ça pour 2 raisons. D'abord parce que ça veut dire que ça circule vite. Et deuxièmement, vous refaites l'urbanisme. Et c'est un des enjeux de ce... Les cadences ou la régularité sont respectées. Elle doit être cadencée. C'est-à-dire qu'il faut un véhicule, quel qu'il soit, qui passe au moins tous les 4 minutes. Pas moins, pas plus. Elle passera par la gare ? Et donc, circuit, elle passera par la gare. On peut dire globalement que cette ligne fait 7 kilomètres. Il y a des endroits où il y a des nuances, mais on peut dire qu'elle pourrait partir de Chamalières, peut-être de Royat, suivant les possibilités, descendre pour rejoindre la place de Jaude. C'est là qu'elle croisera d'ailleurs la première ligne. Puis elle va remonter pour aller gérer les lycées, notamment Carnot, donc l'université, le lycée Blaise Pascal. Donc remonter par la préfecture. On peut imaginer cela. Et puis redescendre vers la gare. Puis longer cette fameuse esplanade, passer pas loin d'ici. Le 92, le 92, le CHU Estin. Et puis et là il y a 2 hypothèses. Une première qui pourrait partir vers les pistes. Mais je rappelle qu'il y a déjà là, avec la ligne A, à travers Montferrand, des choses et des éléments possibles. Et puis, moi j'y suis plutôt favorable, partir sur Saint-Jean, c'est-à-dire le futur lycée de la région, pour que les gens comprennent, aux alentours du géant casino, et nous embrancher sur une porte de sortie qui mènerait vers Landes, Pont du Château, etc. La décision de la construction de cette ligne devra être prise dans l'année qui vient. Avec aussi la décision de savoir si c'est un véhicule qui pourrait ressembler à un tram et être un bus, ou si c'est un tram. C'est cela. Il y aura 2 grandes décisions à prendre dans l'année. Quand je dis l'année, je parle de l'année 18. C'est à la fois le tracé, la faisabilité et le véhicule. Ensuite, cela sera mis en débat. Et puis, il y aura tout un chantier. C'est une ouverture programmée en 2025. Olivier Bianchi, vous êtes un homme vous êtes un universitaire et à ce titre, vous êtes extrêmement sensible aux questions d'éducation. Peut-être que nos auditeurs ne le savent pas. J'avoue que je ne le savais pas avant de préparer cette émission. D'ailleurs, grâce à Claire Baudouin, Clermont-Ferrand a été nommée ville apprenante par l'UNESCO. C'est la première fois que ce titre est décerné à une ville française. Ça veut dire quoi, ville? Je suis très fier de ce label. Ville apprenante. Nous appartenons maintenant à un réseau d'une 40aine de villes dans le monde entier, dont Mexico par exemple, où nous avons fait le choix que la question éducative tout au long de la vie, et pas simplement la formation initiale, c'est-à-dire l'enseignement, l'éducation, l'enrichissement, la formation continue, vont être au centre de toutes nos politiques publiques. Alors, nous avions déjà un bilan qui nous permettait d'obtenir ce label. Le travail extraordinaire que nous faisons en matière de politique scolaire en est une démonstration. Nous avons beaucoup été aidés d'ailleurs par la rectrice et le rectorat. C'est une coopération EducNat-Ville. Nous avons mis en place des dispositifs où nous souhaitons, vous parliez d'urbanisme par exemple, je vais donner cet exemple, nous avons signé avec l'Ordre des architectes pour qu'ils se mettent en place des ateliers de culture architecturale qui soient ouvertes à tous les Clermontois de tout âge. Ça, c'est typiquement des projets de ville apprenante. Nous sommes la première ville de France à avoir obtenu ce label. Je crois que Mantes-la-Jolie a été la seconde et Lyon serait la 3e prochainement. Je me rendrai d'ailleurs à Cork à l'automne pour le premier rassemblement de ce label des 40 et 50 villes qui ont été labellisées. L'idée, c'est vraiment de mettre au centre de nos politiques publiques l'éducation. Olivier Bianchi, une dernière question. Vous voulez développer Clermont-Ferrand, il y a des problèmes avec les avions. Oui. On a tous appris par voie de presse que Hop avait décidé d'arrêter ces lignes entre Clermont-Ferrand et Lyon. On vient d'apprendre cette semaine que Flykiss, qui nous avait fait rêver, annule un certain nombre effectivement de rêves. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Clermont-Ferrand ne peut pas avoir de lignes aériennes constantes qui vont desservir le territoire français? Je crois que la vérité est que l'économie, le seuil économique de Clermont-Ferrand est à un mauvais curseur. À la fois d'ailleurs vous auriez pu poser la question pour l'aérien, mais aussi pour le ferroviaire. Et la ligne à grande vitesse, évidemment, c'est ce à quoi je fais allusion. Nous sommes suffisamment importants, je pense notamment avec Michelin, puis le fait que nous soyons la 21e ville de France, pour avoir ces outils. Donc on a un aéroport, on a des lignes, et en même temps,
pas suffisamment puissant pour qu'économiquement cela soit tout à fait viable. Mais ça veut dire aussi que les Auvergnats, à titre personnel, quand ils partent en vacances, ne prennent pas suffisamment l'avion et regardent trop du côté de l'aéroport de Lyon ou de Saint-Étienne ? Quelquefois, économiquement, on n'a pas beaucoup de choix. Mais c'est vrai que Lyon est un très gros hub international. Et donc, à 1h30 de Clermont en voiture, c'est une grosse compétition qui rend les choses difficiles pour l'aéroport clermontois. C'est une préoccupation pour vous, ça ? Bien sûr. Reste quand même que c'est le 2e aéroport de la région. Il est même devant celui de Grenoble. Et il est le 9e aéroport commercial, c'est-à-dire économique, de business de France. Donc il n'est pas complètement, c'est pas un outil qui est, inutile. Il a sa place, mais il faut le conforter. Nous travaillons avec la région à réussir ce pari, mais vous le voyez, c'est difficile. Olivier Bianchi, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui en tant que maire de Clermont-Ferrand et président de Clermont Communauté. Réalisation de cette émission, Georges Abicatar, Joanne Lanoé, et merci à Claire Baudouin qui m'a aidé à la préparer.